Bon, bah là, on vient de regarder, il y a un bug, hein, ça va pas du tout, hein. Ben non, c'est ce que vous m'avez envoyé le mail hier. Ah Non, non, oui. non, l'équipe elle est formelle, hein. Ça c'est pas une anomalie ça, hein. Ah si, si, c'est une anomalie, hein, c'est une évidence, fallait pas faire comme ça. Non, enfin, ou alors à la rigueur c'est un P3 quoi, c'est pas critique. Ah si, si, vraiment, là, c'est critique. Et on va monter une réunion pour étudier tout ça. Ça vous parle ça, ce genre de réunion interminable à parler bug, pas bug, etc. Eh bien dans cette vidéo avec Frédéric, on va vous expliquer que vous êtes peut-être bien en train de prendre le problème du mauvais bout. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant et j'anime Scrum Life, la première chaîne YouTube française qui parle d'agilité, sans détour, sans tabou et avec humour. Si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous et pensez à activer les notifications pour ne rater aucun des prochains épisodes. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, je suis avec Frédéric. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Frédéric Leguédois, une double casquette d'accompagnement des organisations qui veulent aller vers plus d'agilité et aussi de réalisation de développement logiciel sur mesure. Donc là, la petite mise en scène qu'on a fait là, c'est des vraies réunions que tu as connues? Alors, c'est des vraies réunions que j'ai connues, des réunions interminables pour savoir si c'est un bug, si c'est une évolution, quel type de bug c'est. On peut même avoir des nomenclatures pour savoir dans quelle catégorie on le met, qui peuvent être soumis à des pénalités. Donc, en fait, c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement coûteux. Et ça peut devenir une vraie problématique quand on met plus de temps, plus de ressources pour savoir si c'est un bug ou une évolution qu'à corriger ou qu'à faire l'évolution. Eh bien, on a un vrai problème opérationnel d'efficacité et ça a assez peu de limites parce que en fait, c'est l'imagination qui détermine combien on a de catégories. Oui, dans mon expérience, j'ai même rencontré un cas où, eh bien, en fait, quand on considérait qu'il y avait un bug en recette, hein, uniquement en recette, fallait créer un nouveau ticket dans un nouvel outil. Et donc, en fait, toutes les demandes étaient dans deux outils différents. Et donc, tout ça, ça amène beaucoup de lourdeur. Mais on est bien obligé de passer par là. Alors, c'est une question. C'est quoi la différence entre un bug et une évolution? On peut se dire, un bug, c'est quelque chose qui est urgent à corriger. Et une évolution, on aurait du temps. Sauf que cette définition, elle est fausse. Parce que si j'ai un bug pour un utilisateur sur 1 million sur un site marchand qui a pour conséquence que les conditions générales ne s'affichent pas en noir sur blanc mais en noir sur jaune, certes c'est un bug, mais c'est pas prioritaire, c'est pas urgent. À l'inverse, si je fournis un service et que mon concurrent est en train de mettre la clé sous la porte et que je peux récupérer tous ces utilisateurs, mais pour ça, je dois faire une évolution, peut-être qu'il y a urgence. Donc en fait, le critère d'urgence ne définit pas si c'est un bug ou une évolution. La quantité de travail, la complexité non plus. Il y a des bugs qui peuvent être simples à corriger, il y a des évolutions qui peuvent être simples à faire ou complexes dans les deux cas. Donc en fait, la différence est assez ténue entre un bug et une évolution. Finalement, une évolution, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas comme je voudrais que ça fonctionne, donc je vais la développer, je vais la tester, je vais la livrer. Un bug, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, ça ne fonctionne pas comme je voudrais que ça fonctionne, je vais le développer, je vais le tester, je vais le livrer. Donc d'un point de vue opérationnel, c'est exactement la même chose. Finalement, on en arrive à quoi? La première définition, c'est de se dire, c'est une différence entre deux référentiels. Le bug, ça serait la différence entre ma spec, ma spécification, c'est un référentiel. Voilà, la notion de régression, où vraiment, c'est la différence entre ce qu'on a spécifié et ce qu'on a comme logiciel. Et de ça, on considère que c'est un bug. Maintenant, si c'est une différence entre ce que veulent les utilisateurs et la spécification, on dit que c'est une évolution. Voilà, c'est-à-dire les utilisateurs veulent que ça soit rouge, la spec disait que c'était bleu, donc c'est une évolution qu'on doit faire. Mais ça ne couvre pas certains cas. Par exemple, si le logiciel est conforme aux besoins des utilisateurs, mais pas conforme à la spec. Ce qui arrive beaucoup plus souvent qu'on peut le penser. Est-ce que j'ai un bug? C'est une vraie question. Et en fait, on peut croire que c'est simple, qu'il suffit de regarder la spec pour savoir si c'est un bug ou pas, et c'est toujours sur le terrain soumis à interprétation.
C'est toujours soumis à interprétation. Un petit exemple, une entreprise qui veut une évolution pour imprimer ses documents. Et donc, elle va adresser à son prestataire une demande, dit voilà, je veux un bouton d'impression. Le prestataire va lui livrer un bouton d'impression et quand l'entreprise, les utilisateurs vont cliquer dessus, ça ne va pas imprimer. D'accord? Et le client va dire il y a un bug. Et le prestataire va dire mais non, vous m'avez demandé un bouton d'impression, vous ne m'avez pas demandé la fonctionnalité pour imprimer. Et donc en fait, c'est toujours soumis à interprétation et ça prend beaucoup trop de temps. Tu ne serais pas en train de nous amener sur un des préceptes du manifeste agile? La collaboration avec le client plus que la négociation contractuelle, oui, tout à fait. Oui, effectivement, le temps passé à la contractualisation, le temps à chercher des responsabilités, ce n'est pas du temps productif. En fait, souvent, il y a des notions financières derrière ça, c'est-à-dire si c'est le bug, c'est le prestataire qui va payer, et si c'est une évolution, c'est le client qui va payer. Mais dans les faits, quand il y a des débats interminables et qu'il y a énormément de ressources, qui va gagner? Est-ce que c'est le prestataire? Est-ce que c'est le client? Dans les faits, ce sont les concurrents de ces deux organisations. C'est-à-dire que plus on se chamaille entre prestataire et client, plus on va gaspiller de la ressource, plus le projet va coûter cher, moins il va avancer vite. Et c'est bien les concurrents de ces deux organisations qui vont en profiter. Et donc, on a tout intérêt, au contraire, à avoir un fonctionnement extrêmement fluide, avec une vraie collaboration entre les acteurs pour éviter ces discussions qui sont vaines, sachant que sur le fait que ce soit le prestataire ou le client qui va financer, c'est un faux débat. Il n'y a aucun prestataire qui va travailler à perte. Donc en fait, s'il ne facture par là, il trouvera un autre moyen de facturer. Et il n'y a aucun client qui va avoir des budgets limités sur un projet. Le budget va toujours être limité. Donc en fait, la seule chose qu'on arrive à faire, c'est gaspiller de la ressource. Aucune des deux parties ne sera gagnante dans l'histoire. Je pense que c'est tout ce que tu as dit, c'est assez pertinent, surtout si on l'a vécu, mais on ne voit pas comment faire autrement en fait. Alors, il y a quelques manières de faire. La première, c'est de faire des vraies itérations, c'est-à-dire on va proposer quelque chose au client et on prend en compte ses retours et on va faire évoluer comme ça le produit jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Ça signifie bien entendu, d'un point de vue purement technique, qu'il a un environnement de qualification, c'est un b.a.-ba, mais il faut avoir ça, et qu'on va intégrer tous ces retours. On peut avoir une crainte qui est de dire que c'est infini, c'est-à-dire qu'il fera des retours pendant très longtemps. Dans les faits, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est rare que la première proposition qu'on lui fait, elle soit validée, mais après 2, 3, 4 itérations sur une fonctionnalité, de manière progressive, on arrive au résultat. Et là où on a besoin de changer la nature de la contractualisation, c'est de dire, une fois que le client a qualifié la fonctionnalité, eh bien, en fait, ça devient un autre référentiel. C'est-à-dire que la spécification, ce n'est pas ce sur quoi on se base. La spécification, c'est une source d'inspiration. C'est ce qui nous a donné l'amorce, qui nous a donné l'idée. Mais notre référentiel, c'est bien ce qu'a qualifié le client. Donc, s'il y a quelque chose qui est découvert a posteriori, eh bien, c'est forcément une évolution, puisque le code source ne bouge pas tout seul. Donc, la fonctionnalité en production est toujours conforme avec la fonctionnalité qui a été mise en production. Donc, s'il y a quelque chose qui est découvert a posteriori, c'est automatiquement et systématiquement une évolution. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'elle sera faite dans très longtemps, puisqu'il faut permettre au client de mettre cette évolution tout en haut des priorités et de l'entamer si nécessaire immédiatement. Donc ça peut être une évolution, mais qui va être faite extrêmement rapidement. Le gros avantage de ce type de fonctionnement, c'est qu'il n'y a plus aucune discussion pour savoir si c'est un bug ou une évolution. Et donc toute l'énergie est concentrée sur créer de la valeur pour le client. Forcément, les clients apprécient beaucoup plus. On va aussi réduire le nombre d'acteurs, c'est-à-dire qu'on va avoir entre finalement le product owner et les développeurs ou les utilisateurs et les développeurs. Et on va éviter de faire rentrer dans la boucle à chaque fois un service juridique, voire un service commercial, ce qui peut amener une très grande lourdeur sur le projet et finalement, à un moment, en multipliant les acteurs, en multipliant la complexité, paralyser le projet. Et finalement, c'est vraiment rentré dans cette dynamique de collaboration, on est partenaire.
on est vraiment partenaire. Les développeurs ont un seul objectif, c'est créer de la valeur pour le client. C'est quand même très particulier cette logique où on va dire que c'est pas un bug, c'est une évolution, etc. Parce qu'à un moment, on peut dire aux développeurs, faut pas faire ça. Parce que c'est pas financé, il n'y a pas d'accord, etc. C'est-à-dire qu'on leur dit qu'il ne faut pas travailler pour le client. Donc le client en a besoin, les utilisateurs en ont besoin, les développeurs sont là et on leur dit qu'il ne faut pas y aller, quoi. Donc culturellement, c'est pas très sain. Donc l'idée de dire on va toujours rendre service au client et on va toujours faire ce qu'il nous demande, c'est beaucoup plus sain. Et forcément, le client, dans la mesure où il y a ces évolutions, eh bien, il a tout intérêt à aider au maximum les développeurs pour leur faciliter la vie. Et donc tout d'un coup, les développeurs ont intérêt à aider le client a intérêt à aider les développeurs, et il n'y a pas d'organisation qui est supérieure en termes d'efficacité quand tout le monde veut travailler ensemble. Finalement, là, ce que tu décris, c'est une équipe agile, même s'ils ne font pas partie de la même entreprise. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que ça marche vraiment? Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire tout le temps. Alors, il y a des prérequis. Il y a des prérequis. Il y a déjà des prérequis au niveau des personnes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des personnes, on va dire, qui aient envie de travailler avec autrui. Une question de personnalité quand même. Faut des personnes qui soient spontanément et naturellement dans la recherche de solutions et non pas dans la recherche de coupables. Donc là, c'est aussi une dimension culturelle. Mais l'organisation peut aussi avoir une influence sur ces personnes-là, hein. On peut à un moment chercher des coupables parce qu'on n'est pas en sécurité soi-même. Voilà, donc déjà créer de la sécurité pour que les gens soient un peu détendus et travaillent ensemble. Et puis il y a aussi des prérequis d'ordre juridique, hein. C'est-à-dire que contractuellement, on doit bien indiquer que quand le client va qualifier une fonctionnalité, finalement, il en prend la responsabilité. C'est-à-dire qu'il la qualifie à la fois dans ce qui fonctionne bien, mais dans ce qui fonctionne moins bien. Mais une fois de plus, c'est pas pour lui reprocher ça plus tard, hein. C'est tout l'inverse. C'est dès qu'il y aura une demande de sa part, de plus se poser la question finalement quel est le coupable, pourquoi il y a cette demande-là, de s'interroger sur le fait qu'il y ait des demandes qui émanent en permanence. C'est normal, c'est le processus d'élaboration d'un produit qui veut ça. Donc de plus se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y en a, mais de se poser la question de comment on va répondre à cette demande-là. Donc il y a des prérequis tant au niveau des personnes, au niveau de l'organisation et aussi des prérequis d'ordre juridique. Donc bien entendu, un fonctionnement agile dans le cadre d'un développement logiciel doit être travaillé en amont et dès la signature du contrat si possible. On en avait parlé quand on avait préparé la vidéo, de ce que tu m'avais dit aussi, les équipes qui travaillaient comme ça. Il y avait une vraie excellence technique? Oui, il y a des prérequis, hein. Il y en a un qu'on trouve maintenant très régulièrement, mais parfois on ne l'a pas, c'est l'environnement de qualification. Si le client ne peut pas tester dans des conditions très proches du réel, il ne va pas pouvoir valider et dire que c'est conforme. Donc déjà, ça c'est le premier prérequis. Le deuxième prérequis, c'est d'avoir des tests automatisés de non-régression. Parce que si notre référentiel, c'est bien la fonctionnalité qui a été mise en production, il faut pouvoir garantir au client qu'elle ne va pas régresser. Et pour ça, il faut bien entendu des tests automatiques de non-régression, qui sont les seuls tests de non-régression qui sont un peu viables dans le temps. On fera peut-être un jour une vidéo sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment les prérequis techniques pour ensuite pouvoir convenir avec le client que tout ce qui est découvert après sa qualification, vu que ce n'est pas une régression, forcément, c'est quelque chose qui n'avait pas été anticipé. Et là encore, en se disant, c'est normal. C'est normal qu'à chaque fois qu'on fasse une démonstration, il y ait des retours. C'est normal qu'à chaque période de bêta-test, il y ait des retours. C'est normal qu'à chaque fois qu'on mette une fonctionnalité en production auprès d'un très grand nombre d'utilisateurs, il y a des retours. Et donc, culturellement, se dire, ces retours, ce n'est pas une agression, ce n'est pas une erreur. Ces retours, c'est un trésor parce que c'est les fonctionnalités, c'est la valeur ajoutée qu'on va créer pour les utilisateurs à l'avenir. Donc, on changeait aussi notre perception sur les retours des utilisateurs. Merci beaucoup Frédéric pour ce partage, ce retour d'expérience. Merci à toi. Si on a envie d'en échanger avec toi, de creuser plus le sujet? Les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, site internet, mail, téléphone, c'est ouvert. Super. Eh ben, on vous dit à bientôt. Vous êtes mes plus grands fans.